Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. Aujourd'hui je vous propose de visionner l'entrevue de Clifford Stone, par Bill Ryan et Kerry Cassidy du projet Camelot, à Roswell, au Nouveau-Mexique en novembre 2006. Cette vidéo était comme souvent disponible, qu'en VO ou VO sous-titré FR, afin qu'elle soit encore plus divulguée dans la communauté FR. J'ai donc décidé d'en faire une version avec voix française, que je dédicace à mon ami Pierre, avec qui je discute et partage sur le sujet OVNI sur Skype. Tu te reconnaîtras. Merci de cliquer sur le magnifique pouce bleu pour que cette vidéo atteigne le plus de monde possible. Bon visionnage. Didier. Clifford Stone représente un cas unique parmi les témoins enquêteurs du phénomène OVNI. Pendant 22 ans, il a fait partie d'un groupe d'élite extrêmement secret de l'armée américaine, qui était envoyé en urgence sur les sites de crash, pour récupérer des vaisseaux aliens et leurs occupants. Depuis sa mise en retraite de l'armée, il a consacré son temps à déposer des requêtes selon le FOIA, Freedom of Information ACT, pour investiguer les archives gouvernementales. Il affirme que nous disposons d'informations selon lesquelles des formes de vie intelligentes visitent notre planète, dans des vaisseaux qui sont capables de parcourir très rapidement des distances de plusieurs années-lumière, en s'affranchissant des limites physiques communément admises. De plus, il soutient que la récupération de ces vaisseaux ET et de divers artefacts a permis à notre gouvernement de réaliser des avancées considérables dans le domaine scientifique, qui représente un énorme potentiel pour l'amélioration de nos conditions de vie. De même que tant d'autres, il révèle que cette connaissance est profondément enfouie dans des programmes secrets qui échappent au contrôle et garanties constitutionnelles, et qu'en dépit de la fin de la guerre froide, ceux qui maîtrisent ces projets confidentiels, Black Project, ont fait en sorte de confisquer ces découvertes majeures dans leurs propres intérêts et pour des raisons connues d'eux seuls. Le sergent Stone témoigne aujourd'hui afin d'encourager les citoyens et nos représentants élus à lancer les investigations nécessaires pour mettre fin à ces contournements de la Constitution et parvenir à exposer cette organisation puissante et camouflée qui agit sous notre nez dans nos cieux. Clifford Stone est né à Portsmouth, Ohio. Il a des souvenirs très précoces de contact avec des E.T.S, et ce lien perdure aujourd'hui. À l'âge de 8 ans, un capitaine de l'Air Force s'était pris d'amitié pour lui, et cette relation s'est poursuivie jusqu'à son entrée dans la vie d'adulte. Pendant la guerre du Vietnam, il a ressenti comme une nécessité de s'enrôler dans l'Air Force, mais il en a été écarté à cause d'une maladie de peau, qui lui a valu une classification 4F. C'est son ami, le capitaine, qui lui a conseillé d'intégrer l'armée, et à la suite d'une visite médicale bienveillante, il fut admis à un emploi de sténographe, mais ce job ne fut jamais vraiment le sien. Quelques semaines plus tard, il s'est retrouvé embarqué dans une voiture de fonction sous le prétexte d'aller rendre visite à un ami qui occupait un poste subalterne au Pentagone. À leur arrivée, ils ont bénéficié des accréditations de cet ami pour s'introduire dans des sous-sols du Pentagone, puis ils sont montés dans un tram, et peu après, en arrivant dans une pièce, il a eu à connaître des circonstances qui défient l'imagination. Sa carrière n'a jamais été linéaire, et pour une jeune recrue, ce fut une plongée soudaine et inattendue dans les plus lourds secrets du pays, à savoir que les E.T.S sont une réalité, et que nous parvenons à récupérer beaucoup de vaisseaux intacts, de même que des centaines d'artefacts .T.S dans le monde entier. Mieux, nous sommes en mesure de comprendre la plupart de leurs technologies et nous avons même rétroconçu certains dispositifs ET après 22 ans à côtoyer les engins ET, et des E.T.S restés en vie, blessés, ou morts. Le sergent Stone est devenu un expert hautement qualifié dans les technologies E.T.S, les opérations, les organisations, et les procédures secrètes, et tout ce que le contact avec les E.T.S peut apporter à l'humanité. Stone souligne que cette pratique du secret est inconstitutionnelle et qu'elle échappe au contrôle de nos représentants élus, qui sont tenus à l'écart. De fait, nous avons affaire à un gouvernement secret, installé au cœur de notre société, qui possède des avoirs, des ressources, et un savoir considérable. Ce gouvernement illégal opère hors de tout contrôle, et sans l'assentiment des corps exécutifs ou législatifs. L'attitude courageuse de M. Stone, malgré la résistance des forces obscures, consiste à témoigner en réclamant principalement
que ceux qui sont au courant reconnaissent que les ovnis, qui ont été observés par des millions de personnes à travers le monde sont pour une part des engins aliens, et d'autre part des vaisseaux rétroconçus d'origine terrestre. La diffusion d'une masse d'informations et de matériel qui démontre qu'une vie intelligente visite notre planète, en connivence avec plusieurs gouvernements successifs depuis des décennies. Que soit publiée l'information, qui permettra à notre gouvernement constitutionnel de reprendre le contrôle de ces programmes strictement compartimentés, afin de rétablir la confiance dans notre système de gouvernement et les organisations militaires. Enfin, qu'une pression soit exercée sur notre gouvernement afin qu'il soit amené à partager, avec ses citoyens et avec le monde, la vérité au sujet de l'existence des E.T.S et de leur technologie. En disposant de cette information, nous pourrons commencer à envisager quelle est notre place dans l'univers, et le genre de relation qu'il soit possible d'entretenir avec une autre vie intelligente. Le sergent Stone est la personne qui peut nous fournir la preuve extraordinaire que réclame cette extraordinaire assomption, et stimuler tous ceux qui sont en situation de réclamer la part d'héritage qui est due à l'humanité tout entière. Source, ovni-usa.com. Interview du sergent Clifford Stone par le projet Camelot. Clifford Stone est un homme de grand courage et intégrité personnelle. Durant l'interview, il a révélé des faits jamais encore enregistrés sur ses expériences au cours de son travail dans une équipe militaire classifiée lors de son service dans l'armée. Les missions consistaient à récupérer des épaves d'ovnis abattues ou crachées, son travail propre était de communiquer avec les occupants survivants. Véritable patriote, il a été fortement traqué et surveillé par le gouvernement à cause de ses efforts continus pour faire parvenir la vérité de la présence extraterrestre au public. Clifford est un homme naturellement intuitif avec un sens du devoir dirigé et consacré à l'évolution de l'humanité. Kerry Cassidy, juillet 2008. Clifford Stone, je suis très heureuse de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. Nous respectons beaucoup ce que vous avez fait et admirons le courage que vous montrez en venant parler ici. C'est passionnant de vous avoir dans la caméra. Merci madame. Nous sommes ici dans un endroit étonnant, c'est le musée de Roswell. Pouvez-vous nous dire comment vous vous retrouvez à Roswell? Eh bien, c'est l'armée des États-Unis qui m'a envoyé ici. Je suis militaire à la retraite. Donc, en étant retraité de l'armée, vous êtes toujours susceptible d'être rappelé pour agir en tant que consultant. J'étais sergent de première classe lors de mon départ à la retraite. Votre titre était employé? J'ai compris que c'était une couverture, n'est-ce pas? Nous avions une vie réelle dans l'armée, nous avions une mission. La seule fois où cet autre emploi devenait nécessaire était s'il y avait un incident il faut et que vous soyez dans les environs. Je peux vous dire qu'en 1965, au Vietnam, il y avait une base d'où l'on a essayé de tirer ouvertement sur un ovni. À la minute même où ils ont essayé, plus aucune de leurs armes ne fonctionnait. Il y eut une coupure de courant général jusqu'à ce que l'ovni ait disparu. Je peux vous le dire, ayant servi au Vietnam pour 4 ans. Oui 4 ans, les dossiers indiquent 37 mois, mais si vous ajoutez le temps de 10, ça fait 4 ans tout juste. 10, c'est pour service temporaire. N'avoir aucun pouvoir sur les événements est très effrayant et cette période a été très tendue. En tant que communicant, c'est ainsi qu'on vous appelait dans votre vie militaire. À partir de quel âge avez-vous commencé à travailler dans cette branche, dirons-nous? Probablement 19, 20 ans. Pour les gens qui font de l'interface, il n'y a pas d'école. Il y avait des choses qui se passaient dans votre vie. Quand je suis sorti de là, il y avait cette personne qui était toujours dans l'armée, qui faisait de l'interface, seulement 7. Et c'était dans l'armée entière, tout corps confondu. L'on m'a impliqué dans un incident, sans que l'on nous dise où c'était, mais je sais que nous avons atterri à Banua parce que, quand j'y repense, il y avait un panneau, c'est là que nous avons atterri. Ok Banua? C'est au Vietnam. Oh. Je sais que c'était Banua, car c'était le même panneau quand j'y suis retourné. C'est un incident qui est survenu. C'était un crash? Ou bien une visite? On a vu les êtres. On y est allé pour essayer d'extraire un avion, et nous l'avons extrait en le découpant en 7 morceaux je crois. Ok. C'était à eux? Non, non c'était un B-52. Ah. Ok. Qui ne s'est pas écrasé normalement. C'était une expérience de voyage dans le temps? Non, non. C'était un avion abattu. Tout le monde était mort. Tout le monde était mort à bord du B-52. Abattu par les visiteurs? Ils étaient sur une mission de bombardement au-dessus d'eux.
Je n'ai aucun moyen de savoir, mais je suis sûr qu'ils étaient en mission de bombardement au Nord-Vietnam. Les dégâts subis par l'avion étaient dus au feu antiaérien contre le B-52. C'était ce type de dégâts et c'était utilisé pour les bombes conventionnelles. Quand j'ai dit que nous y sommes allés en hélico. C'était comme si une main gigantesque avait attrapé l'avion en vol pour le poser sur le sol de la jungle, et c'était ça qui nous intéressait. On ne savait pas. On ne vous dit rien. À l'embarquement aux États-Unis, avant de partir, on nous a dit qu'on allait en Floride. Quand on a atterri à Auckland, on savait qu'on n'allait pas en Floride. On nous a donné un petit sac de plastique. Il fallait retirer US Army de nos affaires. Il a fallu ôter les plaques d'identification de G.I.S., chose qui ne se fait jamais. On les a retirés. Chaque objet qui pouvait vous identifier était dans ce sac plastique. Ils ont été gardés pour nous à Banua jusqu'à notre retour. Après cet événement, ils m'ont mis dans ce GP. Je veux guère une tente, il y avait une chaise, une table et un lit, quelques stylos, mais j'ai pris un crayon. Je devais m'asseoir là et écrire mes pensées. C'est tout ce qu'il y avait dans la tente. J'y suis donc entré et je m'ennuyais. J'ai commencé à faire des jeux de tic-tac-toe. Je suis sorti pour fumer, en prenant le papier avec moi, j'en ai fait une boulette, que j'ai mise dans ma poche. Quand ils ont trouvé ce morceau de papier, là, souvenez-vous, tout ce qu'il y avait dessus, c'était des jeux de tic-tac-toe. Eh bien, le type que j'appelais le colonel, et qui était toujours là, est arrivé immédiatement, a balancé le cigare de ma bouche et a commencé à m'injurier abondamment. « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as ça? Tu pourrais te faire tuer à cause de ce papier dans ta poche. » Pourquoi? Parce que ça faisait partie des détritus classifiés. On n'emportait pas de papier là-dedans, on ne prenait rien à l'intérieur. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur devait y rester. Donc, tout ce que j'écrivais était immédiatement mis dans un attaché-caisse et quittait l'endroit par transport spécial. Malgré que j'en ai été l'auteur, je n'ai jamais l'autorisation nécessaire pour lire ce que j'avais écrit. Ça vous est-il arrivé d'écrire des choses quelquefois sans même le savoir? Sûrement. Je peux vous dire que tout ce que je lis, je peux en avoir une compréhension plus complète que certaines des choses que je fais. Paul, l'ami qui l'a accompagné lors de notre rencontre, peut vous dire que je peux faire beaucoup de choses en matière de téléchargement. Mais, vous savez quoi? Je n'ai pas à lire chaque page, mais à la lire en diagonale ou à la scanner. Pendant que je scanne, ils peuvent percevoir tout ce qu'il y a dessus à travers moi. Ce ne sont pas des nouvelles fraîches, pour eux, mais ils trouvent des choses intéressantes. Et ils trouvent des choses qui sont un puzzle pour eux parce que nous allons dans la bonne direction mais nous n'avons pas les points sur les i correctement. Et si vous connaissez quoi que ce soit en formule mathématique, c'est comme si nous avions les choses dans l'ordre inverse. Mais cela vous effraie parfois, parce que vous pensez, eh bien est-ce bon, parce que vous êtes conduit à faire cela. C'est fascinant, parce que nous n'avons pas l'habitude de penser qu'en temps de guerre, au Vietnam, nous serions aussi occupés à entretenir des relations avec des cultures d'un autre monde. Vous savez pourquoi? On leur a vraiment dit d'appeler ça des hélicoptères. Vous êtes dans une zone de guerre, alors ce que vous faites est d'y aller, de mettre un peu de rasoir d'Occam là-dedans et vous abaisser au dénominateur le plus bas. Les ovnis ne peuvent pas exister. Je répète, ovni, ça n'est pas la bonne dénomination. Les transports interplanétaires ne peuvent pas exister. Alors, il faut que ce soit quelque chose de très terrestre. La NSA a commencé à appeler les ovnis quand nous surveillons les communications avec l'Union soviétique. Mais ils ont toujours appelé les ovnis dans l'espoir qu'avec le début du sous-in ACT, qui allait devenir le Freedom of Information ACT, ils ne seraient pas importunés par cette loi en disant, par exemple, cet ovni sont observés par un tel à tel endroit. Mais, là où il dirait cet ovni, entre parenthèses il rajouterait, probablement des ballons. Sans même dire que dans le document dont je parle, les 7 ovnis voyageaient à la vitesse de 2700 km/h. Les ballons ne font pas ça. Ça m'a toujours stupéfié, même quand j'étais gosse, j'étais étonné quand les gens disaient « Je ne crois pas aux fantômes ». Cependant, telle chose est arrivée. Et puis raconte une excellente histoire de fantômes. J'ai compris très tôt que, pour moi, ni la réalité des ovnis et autres phénomènes serait menée moi-même. Correct. Donc, en tant que communicant, vous Ou ne dites pas toujours aux autres tout ce qui se passe. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, vous ressentez.
Vous éprouvez ce qu'ils éprouvent tout comme ils éprouvent, ressentent et savent tout ce que vous éprouvez et pensez. Ou n'en parlez pas toujours parce qu'il y a ce que vous ressentez quand on vous dit qu'ils sont des invités. Si nos supérieurs militaires nous disent, bien, voici l'un de nos invités. Et ils ne traitent pas cet être comme un invité, ce qui se passe c'est que vous éprouvez ce que cet être ressent. Et j'ai eu une situation où j'ai même aidé l'un d'entre eux à s'échapper. Et ça, alors c'était. Je ne raconte pas tout ce qui a été dit. Je me demande. Que s'est-il passé quand vous avez fait ça? C'était. D'abord, quelle sorte d'entité était-ce? Je comprends qu'ils étaient retenus prisonniers. Mais comment avez-vous pu? En fait, Dan Burich raconte la même chose. Eh bien je ne sais pas si c'était une Stargate ou quelque chose comme ça, mais à l'intérieur où nous avions cette entité, si nous devions. Il y a une bande qui raconte, tout ça avec beaucoup de détails. Mais si nous avions essayé d'extraire cette entité de là où nous étions, alors il y aurait eu des gens tués et cette entité ne l'acceptait pas. Et vous pouviez ressentir ce qu'elle ressentait. C'est la meilleure façon de l'expliquer. J'essaie de dire ça sans entrer dans certains détails. Mais j'ai convaincu celui que j'appelais le colonel, c'est comment je l'appelais durant toute cette période. Nous y sommes allés. Et je dis, vous savez, il a besoin de me montrer quelque chose, mais tout le monde doit être sorti de là et c'est juste lui et moi. Et tout le monde est parti. Il y avait un Spec 5 resté là pour m'aider. Et je dis, nous devons couper cette barrière de protection là. On peut avoir des ennuis pour ça et j'ai dit, oui, je sais, c'est pour ça que je te demande de laisser tomber tes outils par là. Il ne l'a pas fait, il a coupé les câbles pour moi. Et on a sorti l'entité dehors. Quand ils ont compris, l'entité était hors du périmètre. Mais ils l'ont poursuivi et étaient très énervés, étant sur le point de tirer dessus, mais l'entité était maintenant sous une lumière éblouissante qui descendait. Je n'ai pas vu le vaisseau, peut-être parce que je ne regardais pas. Mais, tout d'un coup, cette entité était là, puis ne l'était plus. Et alors, bien sûr, le type que j'appelais le colonel m'a dit que je pourrais passer en cours martial, puis il a ajouté, on va passer l'éponge pour cette fois mais ne recommence pas. Bien sûr, je rétorquais, s'ils sont supposés être nos invités. Pourquoi les traitons-nous avec cruauté, comme des prisonniers, en fait encore plus mal que des prisonniers? Je n'ai vu aucun des films sur les candidats mandchourians. Nous savions une chose, c'est que nous avions identifié 57 espèces différentes quand je suis sorti. Nous les appelions affectueusement Heinz 57. J'ai compris que c'était une phrase de l'un de ces films. Ben, j'adorerais dire qu'il n'y a que 2 ou 3 races. Seulement 4 ou 5 ou même une seule. J'aimerais dire ça. Mais, avec ce que je sais, si je change quoi que ce soit à ce que je sais, alors ce n'est pas la réalité, c'est juste aller dire ce que les gens veulent entendre. Bien. Pourquoi voudriez-vous dire qu'il n'y a qu'une ou 2 races? Eh bien, des personnes diraient nous trouverions votre histoire plus croyable si vous disiez. Et cette entité n'est-elle pas un degré parce que ce serait plus croyable? Que voulez-vous, une histoire croyable ou la vérité? La vérité ne s'adapte pas à ce que vous croyez, mais c'est la vérité telle que je la connais. Et étant celle que je connais, c'est la seule que je puisse raconter. Avez-vous vu? Je présume qu'il photographie ces êtres, n'est-ce pas? Il y a des photos. Ok. Et vous? Les avez-vous dessinés? En avez-vous des dessins? Oui, j'ai quelques dessins. Et avez-vous déjà donné? Jamais. Pouvez-vous? Avez-vous le droit de les donner ou de les montrer? J'en ai donné certains, j'en ai gardé d'autres. Et êtes-vous au courant des bases souterraines? Oui, et de la technologie qui va avec. Ok. Alors je présume que vous vous êtes trouvé dans une base souterraine. Pas par choix. Pas par choix? C'est crédible. Avez-vous déjà vu des reptiliens? Vous savez ce qu'on appelle des reptiliens, dans les milieux UFO? Certaines espèces pourraient être appelées reptiliennes, oui. Et pouvez-vous communiquer avec eux télépathiquement? Ils communiquent avec vous. C'est difficile à expliquer, vous ne pouvez pas garder de secret. Ce qu'il faut aussi savoir, je le rappelle, c'est que le programme est conçu de façon telle que vous apprenez uniquement ce que vous avez besoin de savoir. Souvent, vous en savez plus, mais vous ne savez pas tout. Je répète que si quelqu'un vous dit tout savoir, c'est un menteur, ce n'est pas vrai. Avez-vous des amis aliens spéciaux, avec vous depuis le début et toujours avec vous? En communication? J'en ai mentionné un. Ah oui? J'en ai mentionné un.
Ok. C'est Corona? Correct. Ok. Et Corona est de quelle planète? Je sais que c'est à 100 années-lumière d'ici parce que j'utilise souvent ça comme exemple. En temps réel, à partir du départ, et il y a un petit truc sympa à ce sujet, du moment où ils quittent leur planète, qui se trouve dans un système stellaire à 100 années-lumière de planétaire, en temps réel de voyage, ça fait 1h40, C'est merveilleux. jusqu'à leur arrivée ici. Quelle sorte de vaisseau utilisent-ils? Est-ce qu'ils se téléportent à travers l'espace, ou est-ce qu'ils prennent un vaisseau? C'est un vaisseau. Ils voyagent réellement. Mais c'est à travers ce qu'on appelle un trou de verre traversable. Eh bien, êtes-vous jamais allé avec eux? Non, pas que je sache. Je dis ça, mais je me souviens avoir vu des étoiles que je n'ai jamais vues, nulle part sur Terre. Mais, pas que je sache. Donc, vous n'avez pas de souvenir conscient de ce genre d'événement, c'est ce que vous voulez dire? Il m'est arrivé des choses dans ma vie, réellement effrayantes. Je veux dire, vous ressentez la peur, vous éprouvez une véritable peur avant de voir l'entité. Donc, une personne comme vous, on penserait que vous êtes libre de toute peur puisque vous êtes conscient de votre interaction avec ces êtres. Je suis étonné de vous entendre dire que vous avez réellement peur. Avez-vous toujours peur aujourd'hui ou parlez-vous du passé? Quand ces événements se produisent, oui, vous avez toujours la peur. Je veux dire, il y a de la peur, là. Et encore plus parce que vous ressentez la peur qu'ils éprouvent. Nous sommes une espèce très dangereuse. Lors, croyez-moi, s'ils tombent entre nos mains, il y a cette peur. Donc, c'est la raison pour laquelle je présume qu'ils vous approchent en tant que communicant ou interface, comme vous dites, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont concernés par notre bien-être. Beaucoup de gens ne croient pas cela. Nous nous sommes fait des choses horribles, ils le savent et nous. Ils essaient de comprendre certaines choses à notre sujet. Et je pense qu'en même temps, ils échangent de l'information, disant, écoutez, voilà ce que vous vous êtes fait à vous-même. Je pense que c'est lié à certaines abductions qui ont eu lieu, je pense que c'est lié aux mutilations animales, et je pense que c'est lié à la disparition de nombreuses personnes de la surface de la Terre. Ok. Il y a donc des gens qui disparaissent régulièrement? Oh oui. Et ils vont vers d'autres planètes? Ils vont sur des bases hors Terre, je suppose? Je n'ai pas la réponse à cela. Si vous me demandez si j'aurais pu quitter la Terre, comme je dis, il y a un but, et je ne connais pas ce but. Est-ce que votre mission est de rendre les gens plus conscients, pas seulement des autres entités là-bas et des autres races, etc. mais aussi peut-être pour préparer ou prévenir d'un événement? Parce qu'on dirait que vous faites allusion à un événement dont vous-même ne connaissez rien. Tout comme de point au loin se rapprochant de plus en plus, jusqu'à ce que finalement nous savons qu'au bout du compte, le contact aura lieu. Le département d'astrobiologie de la NASA a tenu une conférence en 2000. Oublions le rapport Brookings. Il est très court. Ce rapport dit, nous ne savons pas ce que serait la réaction mondiale. Combien de gens en ont entendu parler et combien l'ont lu? Quand nous disons que nous pouvons accepter la présence des visiteurs ici, nous parlons pour nous-mêmes. Et quand bien même nous l'acceptons, combien d'entre nous sont-ils vraiment prêts à une confrontation face à face? Et je peux vous dire que c'est différent à chaque fois. Et à chaque fois, il y a cette petite appréhension dans votre tête, que va-t-il se passer cette fois-ci? Et chaque fois, vous savez que ça pourrait tourner mal. À la perte de la vie. Non pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce que nous sommes un danger pour nous-mêmes. La situation est celle-ci, comment préparer la population mondiale pour ce contact ultime? Qui ne sera pas ce que les astroastronomes ont préconisé, style signal radio venant de l'espace profond jusqu'ici, mais ce sera plutôt un face-à-face, qui se produira ici sur Terre. Bien, mais ça arrive chaque jour avec les militaires, n'est-ce pas? Oui. Encore plus que les gens ne le pensent. Mais là aussi, la plupart des gens n'en parleront pas. La seule chose à laquelle vous aspirez en sortant de l'armée, ce que vous voulez le plus au monde, c'est d'être comme tout le monde. Pourquoi? Pourquoi vouloir être comme tout le monde? Pour moi, la chose la plus grande que vous puissiez être est d'être un serviteur. S'occuper des autres est ce qu'il y a de plus important. Le soi devrait être satisfait d'être capable d'aider les autres. C'est important. Mais trop souvent, les gens se mettent devant les autres.
Et là, nous voyons les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le monde. Je reviens à ce que vous disiez sur le contact. Dans un sens, vous êtes en première ligne. Une personne qui peut préparer le reste de l'humanité pour ce vrai contact parce que vous avez eu des contacts. Dans un sens, les aliens, ou les extraterrestres, ont communiqué, ont choisi les personnes sur la planète pour communiquer avec eux. Vous êtes l'une de ces personnes, n'est-ce pas? Donc le contact est quelque chose qui s'est préparé, peut-on dire? Mondialement. Ok. Pensez-vous que beaucoup de gens disent que ça va arriver? Que les aliens vont atterrir sur la pelouse de la Maison Blanche, quelque chose comme ça? Non. Dans un certain sens, ça arrive tous les jours. Les militaires ont affaire avec. Ils ont capturé, comme vous dites, ils ont ces entités comme prisonniers. Nous avons aussi des traités avec certaines races, n'est-ce pas? Ok. J'ai entendu parler des traités, mais là aussi, je n'ai pas travaillé avec. Bien, je vous dis ceci, je pense qu'en 2016, quelque chose de bénéfique aura eu lieu. Parce qu'en 2016, je crois que nous allons devoir annoncer au monde qu'il y a une sonde qui s'approche beaucoup de la Terre tous les 15-20 ans et nous l'appelons un astéroïde. Ce n'est pas un astéroïde. En réalité, c'est une sonde artificielle, autrement dit, quelqu'un l'a mise là. Nous avons été trouvés il y a longtemps. La technologie sera sûrement égale à, disons, voyager. Ce sera une technologie ancienne et désuète pour leurs standards. Oh là! Que dites-vous? Cette sonde. Savez-vous quelle race? Je dis que nous l'avons trouvée. Notre paradigme dit qu'il ne peut y avoir de vaisseau artificiel d'aucune sorte, donc nous refusons d'accepter cela et nous l'appelons un astéroïde. Je parle de VG1991 NDT. Suite à cette interview, des discussions ont conclu que le nom était VG1991. En gros, 30 mètres de diamètre, surface extrêmement polie. Les astéroïdes n'ont pas de surface polie. Cette sonde a changé sa trajectoire afin d'éviter une collision avec un autre astéroïde. Ça n'arrive habituellement pas, celle-ci l'a fait. Alors où? De quelle race cela vient? De quelle planète? Le savez-vous? Je ne sais pas. Pensez-vous que les aliens vous ont donné une augmentation de niveau d'ADN? Vous rendez-vous compte que vos capacités ont augmenté? Oui, mais vous essayez de ne pas l'utiliser, sinon vous pouvez. Vous savez, les choses, avant qu'elles arrivent, la plupart du temps, vous ne pouvez rien faire pour les changer. Je savais que, sans savoir qui, mais je savais que l'un de mes enfants allait se faire tuer sur sa moto. C'est dur. Je veux dire, avant que mon fils soit tué, le mercredi d'avant, je savais qu'il garait sa moto derrière la voiture. Je savais que je pouvais faire une marche arrière et écraser la moto plusieurs fois. Mais je savais aussi que ma famille ne comprendrait pas que je fasse cela pour empêcher ce qui, disons, essayer d'empêcher ce que je savais arriver. Vous êtes donc un procogne? C'est ainsi qu'on les appelle. Vous connaissiez le futur avant qu'il se produise. Vous ne pouviez pas le changer ou l'arrêter, mais il y a une raison aux événements. Je pense que vous êtes d'accord. Oh oui. Dans un sens, peut-être êtes-vous en paix parce qu'il n'y a pas que vous qui savez, mais les âmes savent aussi ce qui va arriver. Les âmes sont conscientes. En fait, nous savons tous que nous allons mourir, peut-être pas consciemment, mais nous le savons tous, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas à vous de prévenir un événement ou pas, si c'est quelque chose dont nous avons accepté le scénario en tant qu'âme, n'est-ce pas? Eh bien, comme je dis, avec eux, ils peuvent même communiquer avec l'au-delà. Mais même là, avec toute leur technologie avancée, il y a des questions interdites. Je viens d'essayer d'éviter quelque chose, là. Disons qu'avec la mort de mon fils, ils m'ont aidé à lui rendre visite une fois. Comme j'ai dit, il y a des questions, si vous les posez. C'était. Je savais que si j'allais en arrière de 15 minutes, je pouvais stopper l'accident. Tout ce que j'avais à faire, c'était de le retarder pendant ces 15 minutes, d'une minute ou deux. Et j'aurais changé le résultat. Une fois de plus, il y a cette réalité, bouge ses mains, et ici, vous créez ce parallèle. Pour une certaine raison, ce n'est pas conseillé, et ils le savent. En outre, il a été précisé que vous ne pouvez pas échapper à la réalité de votre continuum espace-temps, parce que sa mort est ma réalité, dans l'espace-temps dans lequel je me trouve. Je dois revenir au point duquel je pars dans mon espace-temps. Je ne vais pas rester dans l'autre. Et beaucoup de gens resteraient bien dans l'autre. Eh bien, non. Cela m'a été montré très clairement et je ne peux l'expliquer.
je ne peux pas avoir un débat scientifique, mais il y a une barrière naturelle. Ce qui est pourquoi, dans le voyage spatio-temporel, quand on le découvrira dans notre futur, nous n'en trouverons pas de preuves laissées quelque part le long du voyage. À cause de cette barrière naturelle. Nous pouvons les voir, les sentir, il se peut même que nous puissions interagir avec eux jusqu'à un certain point. Mais rien associé au futur et lié au jour où nous découvrirons le voyage spatio-temporel ne sera laissé dans une réalité alternée. L'on dit, ok, le voyage spatio-temporel n'existe toujours pas car nous en aurions les preuves. Eh bien, il n'y aura aucune preuve de laisser, il y a une barrière naturelle là. La situation globale est que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, plus vaste, et nous prenons part à une aventure. Nous sommes une partie de cette aventure. Et nous jouons tous certains rôles là-dedans. Mais comme vous l'avez dit, ils sont nous. Et j'ajoute que Paul m'a entendu le dire, il souriait quand vous avez dit ça. La situation est la suivante, nous cherchons les différences. Dans les races, les 57, nous regardons les similitudes et nous commençons à réaliser combien nous en avons en commun. Au final, nous arrivons à penser, ils sont nous. Parce que tout, dans l'univers, est étroitement lié. Toutes les espèces sont connectées. Personne ne s'est jamais demandé pourquoi le dénominateur commun est humanoïde. On ne s'attendrait pas à trouver ça s'il n'y avait pas une sorte de prototype galactique. Vous devenez spirituellement éclairé en traversant cette vie, même ceux que l'on appelle les malades mentaux, de l'autre côté, ils ne sont pas malades. Nous pourrions peut-être en apprendre plus sur les types de visiteurs que vous avez rencontrés? Les voyez-vous physiquement? Ou bien êtes-vous dans un état de conscience modifié? Ou alors pouvez-vous les voir dans votre esprit? Avez-vous des communications télépathiques avec eux? Ils sont aussi physiques que vous et moi. Oui. C'est télépathiquement et il y en a qui pouvaient parler comme vous et moi. Mais il y en a beaucoup qui ne parlent pas, ils veulent tous communiquer avec vous. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, que beaucoup de gens négligent, et c'est pourquoi c'est si difficile d'en parler. Vous ne faites pas que leur parler. Ils savent tout ce que vous savez et ils ressentent tout ce que vous ressentez, vous entrez et vous ressentez ce qu'ils ressentent. Et voyez, pour certains d'entre eux, nous n'étions pas vraiment des braves types, nous nous servons du terme visiteur. Oui. Mais ils sont traités comme des prisonniers. Je comprends. Et il n'y a pas de loi pour leur protection, comme pour la protection des prisonniers. Dan Burich en a parlé aussi. En 1960, et je peux vous fournir le document, nous avons formulé et rédigé, la NASA l'a fait, un livre appelé « Loi de l'espace » Outer Space Love. Ce n'est pas avant les années 70 que la question des droits légitimes d'un être conscient, non de notre monde, n'apparaissent réellement. Et savez-vous ce que sont ces droits? Il n'y en a aucun. Toujours ainsi à ce jour? Pas plus de droits qu'un. Un animal de laboratoire aurait plus de droits que l'un de nos visiteurs. Cependant, ils sont de loin nos supérieurs en intellect et même en spiritualité. Ils permettraient qu'eux-mêmes soient tués, ils sont nombreux dans ce cas, de nombreuses espèces, plutôt qu'agir à notre propre détriment ou notre mort. Et, pardonnez-moi, mais c'est ce que j'essaie d'éviter. Je comprends. Ok. Donc, dans un certain sens, ils se sacrifieraient parce qu'ils ont une compréhension très juste de ce que nous faisons réellement. Absolument. Vous devez être très finement accordé spirituellement, pour pouvoir communiquer avec différentes races venant d'autres planètes, de la façon dont vous le faites. Vous l'exprimez d'ailleurs très bien, c'est vraiment un don. Comme vous le dites, ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose d'inné venu avec votre incarnation. J'aime à penser de moi-même que je suis ordinaire, si vous me comprenez. Ok. Je comprends ce que vous voulez dire. Extérieurement, vous apparaissez comme une personne normale et vous avez sûrement eu des professions très ordinaires en plus de ce que vous faisiez, n'est-ce pas? Mais vous êtes aussi ultra normal, vous utilisez certains des attributs de l'humanité qui sont les meilleurs et ne sont pas utilisés par l'homme ordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, je l'espère. Ok. C'est une très belle chose. Et nous sommes très heureux de rencontrer personnellement quelqu'un qui agit de cette façon. Eh bien, je pense que la seule chose, voyons si je peux le dire bien vite. Quand j'étais jeune, je jouais avec des enfants que les autres gens ne voyaient pas. Pour moi, c'était parfaitement normal. Et je savais sur les amis imaginaires et ces trucs-là, mais c'était différent et c'était normal. Ils m'aidaient même avec mes devoirs. Et c'était parfaitement normal. Personne ne pouvait voir ces gens. Et bien sûr, ça, je ne pouvais pas le comprendre.
Bien sûr, il me disait, ils n'ont pas été choisis, et ils ne peuvent pas nous voir parce que j'essayais de dire aux autres personnes qu'ils étaient là. Je pensais que tout le monde avait ces mêmes expériences. J'étais enfant et ne réalisais pas que ça n'était pas le cas. Cela faisait partie de mon environnement, de ma réalité, ces choses m'arrivaient. Mais je pensais que tout un chacun avait ses expériences. Mais quand j'ai réalisé et que j'ai vu que les gens vous traitaient de fou et que vous étiez juste différents, ça aurait été vraiment facile d'être normal et de dire « Eh, c'est une blague » et de tout nier. Je ne peux pas expliquer pourquoi il m'était impossible de le nier, mais je ne le pouvais pas. Et tout ce qui se passait, rien de vraiment ordinaire n'arrivait. Et jusqu'à... J'ai toujours fait attention aux animaux et, quand j'en trouvais un blessé, j'essayais toujours de le guérir. Enfant, je ne comprenais pas pourquoi, lorsque je me coupais, ma mère tenait toujours ma main sous l'eau pour nettoyer, et un jour, j'ai trouvé cet oisillon tombé du nid et je suis allé aimer ce petit. J'essaie de raconter ça sans. J'ai pris l'oisillon et l'ai tenu sous le robinet sans me rendre compte que j'allais le noyer en faisant cela. Je voulais l'aider. J'ai pleuré plus d'une semaine d'avoir tué cet oisillon. Tout de suite, depuis la première fois, ce que j'appelais les enfants. J'ai vu à quoi ils ressemblaient réellement. Et cet être particulier, que j'ai toujours connu comme Corona. Il me disait, I'm Corona et c'est avec un K. À l'époque, je ne savais même pas comment appeler Corona. Quel type d'espèce? Quelle race? Les gens aimeraient dire que c'est un gris. Mais non, il était vert, je veux dire un vert pastel. Tout de suite, il a voulu savoir pourquoi je ressentais ce que je ressentais. C'était inhabituel. Puis, immédiatement après, c'était pourquoi je ressentais ce que lui ressentait. Parce qu'il était pour moi comme un moniteur. Il a donc naturellement des qualités et des capacités d'empathie, comme vous-même, semble-t-il. Ça fonctionnait dans les deux sens, comme la télépathie. J'irai un cran au-dessus. Nous voyons nos visiteurs comme des personnages de dessins animés. Or, ils ont des cultures, ils ont des sociétés, ils ont des familles, ils aiment, ils ont des répulsions, ils ont des désirs, ils sentent la douleur et ils éprouvent la peur. C'était donc votre première introduction dans ce monde, d'une façon bien personnelle? C'était le premier aperçu, un choc. Que ces choses arrivent, mais non partagées par tous. Vous vous sentiez si seul. Je me souviens d'avoir craqué et pleuré, suppliant ma mère et mon père de m'emmener voir un médecin, parce que je savais que le docteur pouvait faire disparaître les monstres. Je me demande si quelqu'un comme vous, l'un des 7 capables de communiquer avec les aliens, n'a pas été emmené sur une base lunaire ou martienne. Que vous en ayez le souvenir ou pas, car je ne sais pas s'ils utilisent des techniques pour vous faire oublier certaines parties de l'expérience. Il y a des choses dont je n'ai aucune idée si elles sont arrivées sur Terre. Et que je garde en mémoire de façon vivace. Par exemple, avez-vous déjà entendu parler d'une tasse à café qui est petite, vous mettez du café dedans et le pot à café, ce n'est pas une cafetière. De couleur dorée, les tasses étaient dorées, mais quand vous mettez le café dedans, vous pouvez le boire et la tasse se remplit de nouveau jusqu'en haut. Vous voyez ce que je raconte? Vous comprenez pourquoi j'hésite à parler trop de ces choses-là. Ok. C'est vraiment étonnant. Il faut admettre que, du point de vue des gens qui ne sont pas allés sur la Lune ou sur Mars, vous êtes là, à nous parler, et cependant, vous avez eu des expériences qui sont si loin de notre quotidien sur cette planète que vous devez. Je veux dire, il doit y avoir un moment où vous aimeriez partager ces expériences. Oh oui. Parfois je fais des erreurs en laissant les gens voir des choses qu'ils n'auraient pas dû voir parce que c'est une partie importante de ma vie et que je dois en faire quelque chose. Je ne saisis pas tout cela, je ne sais pas. C'est étonnant, car vous avez travaillé dans ce monde-là depuis les années 60, vous parlez donc d'environ 40 ans, et vous vous demandez toujours ce que c'est. Pour vous, tout ceci est lié à votre destin et à ce que vous devrez faire plus tard, je crois. Est-ce que je vous comprends? Il y a un événement qui surviendra et nous y serons mêlés, et je ne sais pas ce que c'est. Vous avez commencé dans les années 60 en tant qu'interface? La fin des années 60. Ok. Et je suppose jusqu'à aujourd'hui, car vous ne perdez pas la capacité, et puisque vous êtes 7, un de ces jours, ils vont frapper à votre porte. Ils vérifient de temps en temps. Bien. Il y a les visiteurs de différentes communautés. Ils savent sûrement comment vous trouver, où que vous soyez, à n'importe quel moment, et comme vous le dites, ils voient où vous en êtes, pour ainsi dire. Par exemple, ils pourraient nous voir en ce moment. Ils pourraient même vous avoir dit, allez-y pas parce que c'est bien. N'est-ce pas?
En fait, vous parlez de votre destin, qui n'a rien à voir avec l'argent. Ce n'est pas réellement un travail au sens propre du mot, c'est une mission, mais c'est une mission terrestre, si vous voulez, que vous avez. Je vous suivrai bien là. Vous êtes poussé à faire quelque chose, vous n'avez pas à comprendre totalement, mais c'est quelque chose que vous devez faire et... L'autre aspect, l'effrayant. Vous savez que... Vous ne savez ni pourquoi ni quoi, mais ce que vous faites arrive à son point culminant, c'est une course contre la montre. Réglé à 2012, est-ce ce que vous impliquez? Je ne sais pas et beaucoup de gens disent, ah. Pour avoir travaillé avec tout ça, vous avez toutes les réponses. Vous n'avez pas toutes les réponses, et celui qui dit les avoir n'est pas sincère avec vous. Vous ne savez pas ce que c'est. Pourquoi voudrait-on aller de l'avant, intégrer ce milieu et être sujet au ridicule? Et puis, il y a les problèmes de famille. Ma famille ne comprend pas cela. Ils en ont pourtant pas mal vu pour savoir, ma femme plus que mes enfants. Ma fille au Vietnam, peut-être, comprendrait. Nous nous sommes battus pendant 30 ans pour ramener notre fille du Vietnam. De toute façon, quand elle est venue, bien sûr, elle avait sa propre famille avec elle, et quand nous avons parlé OVNI, ils étaient tous au courant et savaient mon implication dans certaines choses, et c'est le gouvernement vietnamien qui leur avait dit, ce qui m'a choqué. En ce moment, il y a un très grand intérêt populaire pour les OVNI au Vietnam. Oh, réellement? Au Vietnam, la première chose qui me soit arrivée est qu'ils m'ont appelé par mon nom correctement. Les gens m'appellent habituellement Clint Forstonnet, mais... Nous leur avons tiré dessus et j'étais le premier à tirer et c'était, Clint Ford, que fais-tu là? Tu n'es pas censé être ici. J'étais militaire et nous étions en mission. Mais ce qui est étrange. Qu'essayait-il de me dire? Que je n'étais pas supposé être dans l'armée? Mais, ici, sur Terre, les militaires, ce sont des hommes. Nos visiteurs, qu'avait-il planifié pour moi? Vous pouvez répondre, là? Je n'ai pas de réponse. J'ai plus de questions que vous n'en avez sur moi. 2 ou 3 fois, je suis sorti du milieu OVNI. Vous voulez savoir? Vous ne pouvez pas. Il y a des gens, et j'en suis un. Ce n'est pas pour l'argent. Ah, je voudrais bien. Je me bats tous les jours, il peut vous le dire, fait allusion à Paul chaque mois pour payer les factures. Mais c'est autre chose. La chose la plus difficile à faire maintenant, est de faire que les gens pensent par eux-mêmes et lisent. S'ils pensent par eux-mêmes et s'ils lisent la documentation disponible, et là, je parle des propres preuves du gouvernement, s'ils lisent cela avec un esprit ouvert, ils diront, vous savez, il y a autre chose, il se passe quelque chose. Correct. Les seules questions qui restent à poser sont... Que se passe-t-il? Que c'est notre gouvernement? Depuis quand savent-ils ce qu'ils savent? Bien. Nous tenons à vous remercier pour votre courage, votre intégrité, votre développement spirituel et votre conscience, qui vous rendent capable de communiquer avec ceux des autres mondes à un moment où peu sur la planète sont capables de le faire consciemment. Il y a eu des moments où nous étions à quelques minutes de tir nucléaire à cause des observations d'OVNI. Grâce à la hotline qui fut établie et présentée au peuple américain comme une garantie qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire enclenchée par accident, à cause des radars erronés. Bien sûr, tout le monde a eu peur de ce genre de guerre. Les OVNI étaient une réalité. Les OVNI ont existé. Ils ont été déclarés sur les rapports. Ils ont été vus sur les radars. Vous aviez les deux, écho et visuel en même temps. Vous aviez des chasseurs qui essayaient de les intercepter, alors, pour se rassurer l'un l'autre que ce n'était pas nous. Et c'était évident que si l'un des deux avait eu cette technologie, il n'y avait rien que l'autre puisse faire. Nous avions des missiles qui deviendraient hors d'état, sans être détruits, mais incapables de tirer. Nous avions des avions de combat qui tiraient sur des ovnis et les armes US ne fonctionnaient pas. En fait, vous avez utilisé les bons penchants de l'humanité, qui ne sont pas habituellement pas utilisés par l'homme ordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, je l'espère. Bill Ryan et Kerry Cassidy, Roswell, Nouveau-Mexique, novembre 2006. Filmé et dirigé par Kerry Cassidy et Bill Ryan. Ainsi s'achève cette vidéo, vous pouvez réagir en commentaire et n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Mon Twitter est en description. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.